La croissance n'est pas directement liée à un dysfonctionnement hormonal, c'est-à-dire on va exclure de cette définition tout ce qui est dystrophie ovarienne, tout ce qui est tumeur liée à un problème hormonal. D'accord? Donc je répète, c'est un processus ou bien une prolifération qui peut être soit bénigne, soit maligne, qui peut être primitif ou bien secondaire, mais qui n'est pas relié à un dysfonctionnement hormonal. Les tumeurs bénignes, sur le plan épidémiologique maintenant, environ 5 à 10% des femmes auront une tumeur ovarienne au cours de leur vie. Il s'agit le plus souvent d'un kyste ovarien bénin. Donc, on a 10% à peu près, entre 5 à 10% de la population féminine qui va développer au cours de sa vie une tumeur qui est d'allure bénigne. Donc, c'est assez fréquent au cours de la vie d'une femme. Les tumeurs malignes maintenant, le cancer de l'ovaire est au 7e rang des cancers, donc il vient après le sein, après le cancer colorectal, les poumons, la thyroïde, donc il prend le siège 7e de la femme en raison de son diagnostic tardif. Pourquoi? Parce que l'ovaire, c'est un organe profond, donc il n'est pas accessible à l'examen, il n'est pas accessible aux différents examens complémentaires. Donc lorsqu'on diagnostique un cancer de sein, généralement c'est au stade tardif, au stade métastatique. D'habitude, le diagnostic se fait lorsqu'on arrive au stade 3 ou 4, lorsque la femme commence à développer de l'acide ou bien la tumeur est tellement augmentée de volume, donc il y a une augmentation de volume abdominal qui va motiver la malade à consulter. Donc vous gardez en tête que généralement on fait le diagnostic de cancer de sein à un stade très tardif. D'accord? Donc ce qui rend le pronostic très sombre. Pourquoi? Parce que le diagnostic il est fait tardivement. Pratiquement lorsqu'on fait le diagnostic, il ne reste pas beaucoup de traitements à faire ou bien de conduite thérapeutique adéquate qui peut améliorer le pronostic vital. Donc une survie à 5 ans au moment du diagnostic, après le diagnostic, est d'environ 45%. Environ 10% dans un contexte de prédisposition génétique. On va parler de ça tout à l'heure. Sur le plan anatomo-pathologique, on a les tumeurs bénignes. Première partie, on va parler des kystes fonctionnels, c'est-à-dire un kyste. Il regroupe les kystes folliculaires en première partie de cycle, ou bien les kystes de corps jaune qui vont apparaître aux deuxième partie de cycle. D'accord? Ils disparaissent spontanément lors de contrôles échographiques et ne nécessitent aucun traitement. Donc vous allez recevoir une malade, elle consulte soit généralement on va découvrir le kyste fonctionnel de manière fortuite, donc elle va consulter pour n'importe quelle pathologie, pour n'importe quel symptôme. En faisant l'échographie, on va tomber sur un kyste. Ce kyste, il a d'allure fonctionnelle, il a des critères échographiques qui disent il s'agit très probablement d'un kyste fonctionnel. Le caractère fonctionnel, on ne peut pas l'attribuer définitivement qu'en cas de deuxième contrôle. C'est-à-dire, je reçois une malade, je lui fais son échographie, je trouve un kyste, une image kystique anéchogène et je vais suspecter un kyste fonctionnel. Je vais recontrôler la malade dans à peu près 2-3 mois. Si je retrouve que le kyste a disparu, je confirme qu'il s'agit bien d'un kyste fonctionnel. Donc vous avez le droit de suspecter, donc c'est fort probablement un kyste fonctionnel, mais vous retenez le diagnostic d'un kyste fonctionnel lors de deuxième contrôle échographique. Et généralement c'est des kystes qui vont disparaître spontanément. D'accord? Un kyste fonctionnel, si on diagnostique, on suspecte un kyste fonctionnel sur le plan échographique, on ne peut pas lui attribuer ce caractère fonctionnel, l'adjectif fonctionnel, et ne peut pas la garder définitivement qu'en cas de deuxième contrôle. C'est-à-dire, je lui dis, madame, vous avez très probablement un kyste ovarien fonctionnel, mais reste à confirmer le prochain rendez-vous. Donc, 2-3 mois, je refais mon échographie, je ne le retrouve pas. Donc, dans ce cas, je confirme. Je lui dis, effectivement, l'image présente la dernière consultation, il s'agit très probablement d'un kyste fonctionnel. Et là, la deuxième consultation, on confirme le diagnostic. La disparition de kyste lui-même, elle va confirmer le caractère fonctionnel de kyste. Il va disparaître sans intervention thérapeutique. Docteur, s'il vous plaît, quels sont les critères échographiques d'un kyste? On va parler tout à l'heure de ça. Docteur, le kyste fonctionnel est l'apanage de la femme en pleine activité génitale. Très bien, voilà, c'est ça, c'est en pleine activité génitale. Les kystes organiques maintenant, ils peuvent être de 3 origines. Vous avez l'ovaire qui est une petite glande sous forme d'une amande.
cette glande, elle est constituée d'un épithélium de revêtement. Elle est constituée, on va dire, de 3 types de tissus. On a le type, l'épithélium de revêtement. On a à l'intérieur les follicules, ou bien on va dire le tissu qui va être à l'origine des ovocytes. Et on a à l'intérieur le tissu, le mésenchyme, qui va constituer le corps ovarien, qui va constituer on va dire la structure de l'ovaire. D'accord? Donc on va avoir 3 types de cancers. Les tumeurs épithéliales, c'est-à-dire ils vont dériver de la membrane, on va dire la membrane ou bien la paroi ovarienne. D'accord? Elle est constituée d'un épithélium de revêtement. Donc on peut avoir des tumeurs qui vont dériver de cette couche épithéliale. Il peut s'agir de tumeurs séreuses. Donc dans ce cas, on peut parler de cystadénome, on est dans le bénin, et de cystadénocarcinome, on est dans le malin. Le cystadénome, donc séreux, on a le cystadénome mucineux. Et dans la même façon, il peut être un cystadénome, donc on est en train de parler d'un processus bénin. Si on dit cystadénocarcinome, on parle d'un processus malin. Les tumeurs endométroïdes, les adénocarcinomes à cellules claires, les tumeurs de Brunner, les tumeurs mixtes épithéliales et les carcinomes indifférenciés. Toutes ces tumeurs, ils vont avoir comme origine la couche épithéliale ou bien l'épithélium de revêtement de l'ovaire. La deuxième catégorie des tumeurs, c'est la couche germinale. La couche germinale, c'est-à-dire c'est les follicules qui vont être responsables à l'élaboration de l'ovocyte. On peut avoir des kystes dermoïdes ou bien des tératomes. Je ne sais pas que vous avez déjà vu lors de votre passage aux hôpitaux, les interventions sur les tératomes, c'est des kystes qui vont contenir des poils, des dents. D'accord, c'est un cas historique, il y avait même un kyste qui contient maxillaire. Donc, tellement ça contient les dérivés embryologiques. Donc, on peut rattraper tous les différents types de tissus. Donc, de gras, de sébum, de poils, des cheveux, de l'os, des dents. Donc, on parle de kyste dermoïde. Et le kyste dermoïde, il peut être mature, donc c'est une composante bénigne. Et il peut être immature, et ça rentre dans le cadre de malignité. Les tumeurs maintenant de mésenchyme ou bien des cordons sexuels, donc à l'intérieur de l'ovaire, on peut retrouver des tumeurs à cellules de la granulosa estromale, des tumeurs des cellules de Sertoli et Leydig, des tumeurs des cordons sexuels et les gynandroblastomes. Donc ça reste, c'est l'anapathe. C'est lorsque vous allez faire votre intervention chirurgicale et vous adressez la pièce opératoire à l'anatomopathologiste, donc il va vous donner la description anatomopathologique de la pièce opératoire. Pour les tumeurs malignes, donc ce sont les mêmes formes histologiques que pour les tumeurs malignes, les tumeurs bénignes maintenant, et les formes plus fréquentes, soit pour les tumeurs bénignes ou bien pour les tumeurs malignes, c'est les tumeurs d'origine épithéliale. Vous gardez ça en tête. Pratiquement 90% des tumeurs ovariennes retrouvées, c'est d'origine épithéliale. Les tumeurs maintenant germinales ou des cordons sexuels sont plus fréquentes chez les patientes jeunes. Les tératomes indifférenciés, les dysgerminantes, tout ce qui est tumeurs de la granulosa, les choriocarcinomes, les gonadoblastomes, on les retrouve généralement chez la femme jeune. C'est l'apanage de la femme jeune. Maintenant, les métastases ovariennes représentent à peu près, on a dit lors de la définition, que le processus peut être secondaire. Donc, ça représente à peu près 10% des tumeurs ovariennes malignes et doivent être évoquées en cas de tumeur bilatérale mucineuse. On parle de l'origine digestive et on parle de syndrome de Crockenberg. Le syndrome de Crockenberg, c'est une tumeur digestive, généralement gastrique, avec des méta-ovariennes. Quand est-ce qu'on suspecte cette pathologie? Lorsqu'on a une tumeur ovarienne bilatérale. D'accord? Donc, s'il y a une tumeur bilatérale, on va suspecter le syndrome de Crockenberg. Elles peuvent être également dans le cadre d'un cancer de sein métastatique avec carcinose péritoniale. Donc, le cancer de sein, il a un lieu privilégié de métastase. En dehors des poumons, c'est l'ovaire. Donc, on peut avoir des métastases à point de départ mammaire, donc des cancers métastatiques au niveau de l'ovaire qui ont comme origine un cancer de sein. Maintenant, on va parler de la physiologie. Pourquoi cette malade a développé un cancer? Quels sont les facteurs physiopathologiques qui peuvent
voilà, être des facteurs de malchance, on va dire, à une femme pour qu'elle développe un cancer de sein. On a évoqué plusieurs mécanismes, mais les mécanismes les plus évoqués, parce que vous devez comprendre la physiopathologie pour comprendre la clinique et pour comprendre par la suite la thérapeutique. On a incriminé les ovulations à répétition. À chaque fois qu'il y a une ovulation, il y a l'ovocyte qui va sortir à travers l'épithélium. Donc, il va causer, on va dire, une brèche, une petite ouverture. Cette petite ouverture, elle doit se cicatriser. En se cicatrisant, il y aura des mécanismes de réparation. Et à un certain moment, tellement il y a plusieurs mécanismes de réparation, donc il y a, donc on va dire, une fuite ou bien perte de contrôle de l'organisme sur ce mécanisme de cicatrisation. Il y aura le développement de cellules néoplasiques. Donc le fait que l'ovaire va être le siège de plusieurs ovulations, donc ça va être le siège de plusieurs cicatrisations. Cette cicatrisation répétée dans le temps, elle va causer par la suite donc un facteur de risque pour développer un cancer de l'ovaire. Le rôle de la sécrétion des hormones gonadotropes, il a été aussi incriminé, et on a incriminé aussi l'inflammation chronique. À chaque fois qu'il y a une inflammation chronique, surtout pelvienne, ça peut être un facteur favorisant de l'apparition d'un cancer de l'ovaire. Maintenant, lorsque le processus néoplasique franchit la corticale, c'est-à-dire le cancer il était localisé au niveau de l'ovaire. Une fois qu'il va franchir la corticale, la corticale c'est la membrane qui va couvrir chaque organe, il a une corticale. Donc c'est la porte, on va dire, c'est la paroi externe. Si le processus malin ou bien le processus ovarien, il va franchir cette corticale, l'extension, elle se fait d'abord par les autres organes pelviens, ainsi que vers l'ensemble de la cavité péritoniale. C'est pour ça, la cite, elle est très fréquente en cas de cancer de l'ovaire. C'est pour ça que le premier siège en dehors du pelvis, l'utérus, peut être atteint par le cancer de l'ovaire par contiguïté. D'accord. Le cancer de l'ovaire, une fois il passe très rapidement à un stade localisé, il va passer à un stade généralisé à l'ensemble de la cavité péritoniale. Il va être à l'origine de la carcinose péritoniale, et c'est pour ça, je vous ai dit en premier que le diagnostic se fait tardivement. C'est des femmes qui vont consulter pour augmentation de volume abdominal, pour des gènes respiratoires, parce que tellement il y a de l'acide, elles n'arrivent même pas à respirer. Et dans l'exploration de cet acide, après avoir éliminé toutes les autres étiologies, donc on va dire métaboliques et gastriques, on tombe sur un cancer de l'ovaire. L'extension donc se fait également par drainage lymphatique vers les ganglions pelviens et lombo-aortiques. Enfin, la dissémination hématologique est très rare. Donc vous gardez en tête que la dissémination, elle est principalement lymphatique. Et elle intéresse les poumons, le foie et le cerveau. Maintenant, les facteurs de risque, on a parlé dans la physiopathe qu'à chaque fois il y a un nombre élevé d'ovulation, donc c'est une malade qui a des facteurs, elle est exposée ou bien elle a un facteur de risque pour développer un cancer de sein. C'est-à-dire, avant de parler de ça, le premier facteur, c'est la génétique. On a parlé de génétique, on a incriminé 2 gènes dans le développement de cancer de l'ovaire. C'est le BRCA1 et le BRCA2. Donc, BRCA, c'est Breast Cancer Antigen. Breast, c'est le sein. Donc, on a incriminé ce gène. C'est des femmes. C'est un caractère familial. On trouve toutes les femmes d'une famille bien déterminée si elles sont porteuses de gènes. Donc, on va avoir plusieurs femmes atteintes de cancer de sein au sein de la même famille. D'accord? Donc, c'est pour ça, si on diagnostique un cancer de l'ovaire avant 60 ans, on doit faire une enquête oncogénétique à la recherche de ce gène. Parce que très probablement au sein de cette famille, il y aura d'autres femmes porteuses de ce gène, et de ce fait, elles vont développer par la suite un cancer de l'ovaire. Donc ça reste des cancers de meilleur pronostic. Pourquoi? Parce qu'elles sont très chimiosensibles. Plus rarement, ils peuvent s'intégrer dans le syndrome de Lynch, qui concerne surtout les cancers colorectaux et de l'endomètre. Vous allez trouver la même femme, ou bien au sein de la même famille, des femmes qui ont développé soit un cancer de côlon, un cancer de rectum, associé à un cancer de l'endomètre, et bien évidemment, on fait le diagnostic d'un cancer de l'ovaire. Donc, on appelle ça un syndrome de Lynch. Docteur,
Oui. Métastase du cancer du sein, c'est le cancer de l'ovaire. Oui, mais le cancer de l'homme, c'est un siège métastatique. On revient toujours à la définition. C'est un processus bénin ou malin, prolifératif bénin ou malin, primitif ou secondaire. Donc l'ovaire, il peut être le siège, le début de ce cancer, et il peut être une localisation secondaire d'un autre cancer. Très généralement, c'est le cancer de sang. Donc les poumons, une femme qui développe un cancer de poumon, elle peut avoir une localisation secondaire à l'ovaire. D'accord. Docteur, s'il vous plaît, on a dit augmentation de l'ovulation, c'est un facteur de risque de la fréquence. Comment ça, une femme, elle doit avoir une seule ovulation par mois? Une seule ovulation. Qui fait qu'on peut On va parler de l'augmentation. ça avec les facteurs de risque. C'est pour ça. La nulliparité. La nulliparité, c'est-à-dire le fait, une fois la femme est tombée enceinte, elle est enceinte, donc elle ne va pas plus avoir d'ovulation. Donc elle va avoir un moment de repos physiologique pour les ovaires. Ils vont se reposer, ils vont avoir le temps pour se cicatriser. D'accord. La nulliparité, c'est un facteur de risque. Les règles précoces, c'est-à-dire vous avez une malade qui a eu ses règles les premières fois à 10 ans et une ménopause à 60 ans. Donc le temps d'exposition aux ovulations, il est très élevé. Donc ça reste un facteur de risque. La ménopause tardive, l'âge, l'infertilité, la stimulation de l'ovulation. 6 facteurs de risque, ça vous rappelle de quel cancer? Cancer du sein. C'est des facteurs de risque de cancer de sein et de l'endomètre. Donc vous gardez en tête les facteurs de risque de l'endomètre, de cancer de sein et de l'ovaire, pratiquement c'est les mêmes. Donc c'est l'augmentation de l'hyperostrogénie ou bien l'augmentation de nombre d'ovulations. D'accord. En revanche, non, il a des facteurs qui favorisent l'apparition de ce cancer. Docteur, oui. Mais normalement la contraception orale, c'est un facteur de risque pour le cancer du sein. En revanche, la contraception orale, la grossesse, l'allaitement, la ligature des trompes, on peut les considérer comme des facteurs protecteurs ou bien des facteurs qui vont diminuer le cancer de sein. Non, de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire. Cancer de l'ovaire. Donc une diminution de risque de cancer de l'ovaire. Donc la contraception, pourquoi la contraception? Par quel mécanisme? On va faire tout à l'heure la contraception parce que parmi les mécanismes de la contraception, c'est l'arrêt ou bien l'altération de l'ovulation. Donc en diminuant l'ovulation, donc elle va donner le temps à l'ovaire de se reposer et c'est un facteur protecteur. D'accord. Docteur, par exemple, la contraception oestroprogestative, normalement, dit le risque de cancer du sein. Oui. Non, oui. Mais on parle de cancer de l'ovaire. Oui, l'ovaire protège. Non, on veut juste pour un truc mnémotechnique, essayer de se rappeler que pratiquement, c'est les mêmes facteurs de risque. D'accord. Mais il n'existe aucun dépistage efficace. Par exemple, cancer de col, vous pouvez faire un frotté cervico-vaginal. Cancer de sein, vous pouvez faire la main ou l'écho. Mais le cancer de l'ovaire, il n'y a aucun moyen de dépistage parce que généralement, on fait le diagnostic tardivement. Et la ligature des trompes? La ligature des trompes, c'est un mécanisme compensateur parce qu'il n'y aura pas de passage de l'ovule. À un certain moment, il y aura arrêt de l'ovulation. Maintenant, on va commencer le deuxième chapitre, c'est les tumeurs ovariennes bénignes. Sur le plan clinique maintenant, l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il doit préciser? On doit préciser les antécédents personnels et familiaux de cancer gynécologique, de cancer de sein et de cancer colorectal. Pourquoi? Pour avoir une idée, est-ce qu'il s'agit d'une forme génétique? Très bien. L'âge lors des premières règles, on doit préciser les ménages. La GST et la parité, c'est-à-dire le nombre de grossesses et le nombre d'accouchements par voie basse. Le statut ménopausique, plus ou moins l'âge à la ménopause. La contraception, le traitement hormonal de la ménopause. L'existence de douleurs pelviennes et de troubles digestifs. Tout ça, on doit le préciser à l'interrogatoire. Les circonstances de découverte. Donc, généralement, dans la plupart des cas, la découverte de la tumeur ovarienne, elle est vraiment fortuite. C'est une femme qui va consulter pour une contraception, pour, on va dire, une douleur, pour n'importe quelle pathologie, à part l'ovaire. Et en faisant l'échographie, on va tomber sur cette tumeur. Donc la découverte d'un kyste ovarien est le plus souvent fortuite au cours d'une échographie ou bien la palpation d'une masse latéro-utérine lors d'un examen clinique. Plus rarement,
Si on va laisser les choses évoluer, si la tumeur est vraiment augmentée de volume, qu'est-ce qu'on va voir? Une gêne respiratoire, la malade n'arrive pas à respirer, une sensation de pesanteur, des douleurs pelviennes associées à une augmentation de volume abdominal, voire une ascite. Donc si on arrive à ce stade, vraiment, on est au stade tardif. On parle toujours de la tumeur bénigne. D'accord. Dans le cas de masse volumineuse, il peut également y avoir des signes compressifs. C'est-à-dire compressifs, il y aura une compression des organes de voisinage. Quels sont les organes de voisinage En avant, on a la vessie. Donc c'est une malade qui va consulter par Paula-Chiori. D'accord. Pour des signes irritatifs, elle n'arrive pas à avoir la sensation d'une vessie complètement vide. Pour le plan digestif, en arrière et postérieur, il y aura une compression de rectum. Donc, on va avoir comme signe très répandu la constipation. Et on peut avoir des troubles de cycle qui peuvent être associés au tableau. L'examen clinique maintenant, qu'est-ce qu'on va retrouver? On commence par la palpation avant. On peut même à l'inspection, si vraiment la tumeur est augmentée au volume, à l'inspection, on peut voir une voussure ou bien une augmentation de l'abdomen. Maintenant, si ce n'est pas le cas, la palpation, on va chercher une masse pelvienne, d'une hépatosplénomégalie, ça peut être une localisation secondaire. L'examen au spéculum, on va rechercher une tumeur cervicale, des lésions vaginales et de saignement. Au toucher vaginal, on va chercher une masse pelvienne, latéro-utérine ou bien une douleur associée. En cas de volumineuse masse, on peut compléter notre examen par un toucher rectal à la recherche d'une localisation digestive. Et on peut même apprécier, en faisant le toucher rectal ou bien le toucher vaginal, on peut chercher s'il y a même des carcinoses péritonéales. Des fois, si la tumeur est vraiment à un stade vraiment avancé, on peut les toucher par voie basse. La palpation des arcs ganglionnaires inguinales et sous-claviculaires, la palpation bilatérale des seins, parce qu'on a dit que ça peut être le siège secondaire. Donc, systématiquement, vous n'avez pas le droit de ne pas faire un examen des seins associé à votre examen clinique. Maintenant, j'ai terminé mon interrogatoire, j'ai terminé mon examen clinique, je dois compléter mon tableau clinique par des examens complémentaires. Le premier examen complémentaire à faire, et on va dire l'examen clé, c'est l'échographie. L'échographie, elle peut être abdominale et elle peut être endovaginale. D'accord? Il permet de préciser la taille, la localisation, la forme, l'écostructure, la vascularisation de ce kyste. Les signes associés à ce kyste, acide ou bien d'autres masses associées, on peut les rechercher par l'échographie. Maintenant, les critères échographiques. Vous allez faire une échographie, vous avez des critères échographiques d'un kyste organique. On a dit pour le kyste fonctionnel, d'habitude c'est un kyste complètement anéchogène, c'est-à-dire à l'échographie vous allez le voir noir. D'accord. La paroi est complètement fine et généralement il est inférieur à 7 cm. S'il a 6 caractères, on refait une échographie 2-3 mois après. Si on marque son absence, c'est-à-dire il s'agit d'un kyste fonctionnel. Maintenant, si en faisant l'échographie, on retrouve des cloisons, on retrouve que la paroi est épaissie par rapport au kyste fonctionnel qui est fine, on retrouve un contenu hétérogène, c'est-à-dire un contenu mixte, il n'est pas purement anéchogène, il n'est pas purement liquidien. Donc on peut retrouver un contour irrégulier, on peut retrouver une vascularisation au Doppler, ou bien si la taille est supérieure ou égale à 7 cm, dans ce cas, on peut suspecter une tumeur organique, mais on n'a pas le droit de détecter comme ça la tumeur. On doit la revoir dans 1 mois, 2 mois après, si on a les critères de bénignité bien sûr, et on refait l'échographie. Si le kyste va disparaître, on ne le retrouve pas, donc il s'agit d'un kyste fonctionnel. S'il persiste, donc on va lui donner l'étiquette d'un kyste organique. Les critères de malignité maintenant, en plus de tout ça, on va retrouver des végétations endo-exokystiques, une acide, des adénopathies ou bien une masse pelvienne associée. Les autres examens, il n'est pas recommandé de réaliser une IRM pelvienne. Donc l'IRM pelvienne, elle n'est pas systématique. Dans notre activité courante, elle est pratiquement systématique. Donc on fait une IRM. Mais théoriquement, bien les recommandations, ils disent que n'est pas recommandé. Mais on parle de la pratique. Vous avez la pratique en Algérie, vous avez la pratique et vous avez la théorie. En théorie, ils ont seulement l'échographie qui peuvent poser les diagnostics. Là, en pratique en Algérie, puisque l'échographe tout le temps en panne, il n'est pas bien, ça ne marche pas bien, donc l'image elle est tout le temps floue, donc on fait une IRM. Mais dans les pays qui se respectent,
vous répondez que l'échographie est l'examen clé de diagnostic. D'accord. À l'hôpital, lorsque vous allez commencer l'exercice, vous allez avoir la surprise. D'accord. Donc, en dehors d'une suspicion de malignité à l'échographie, notamment pour un kyste uniloculaire inférieur à 7 cm. C'est-à-dire, si j'ai une malade qui va consulter pour un kyste uniloculaire, donc une seule image inférieure à 7 cm, c'est pas la peine de demander l'IRM, donc il faut faire l'économie. Je fais mon échographie, je trouve des végétations, je trouve une cloison, je trouve une ascite associée, je suspecte des adénopathies, je retrouve une altération de l'état général, mais relâche, vous revenez dans 2-3 mois. Donc elle va vous revenir avec des métastases. D'accord. Donc je lui demande son IRM. Donc on doit faire la part des choses, chaque cas c'est un cas. Chez une patiente non ménopausée, on peut demander des bêta-HCG. On doit éliminer une grossesse extra-utérine parce qu'on peut avoir une image qui fait semblant d'être kystique alors qu'il s'agit d'une image latéro-utérine dans le cadre d'une grossesse extra-utérine. Et ça peut être même un kyste de corps jaune. Donc, pour ne pas le prendre, même si vous avez une femme qui est célibataire, vous devez demander un taux de bêta-HCG pour éliminer une grossesse extra-utérine. En cas de kyste suspect maintenant, les mercures tumoraux, vous gardez en tête que le mercure tumoral de cancer de l'ovaire, c'est le CA125. Donc, il est spécifique de cancer de l'ovaire. Ça ne veut pas dire que le CA125, il est tout le temps, il est peut-être élevé en cas d'endométriose profonde, il peut être élevé en cas de péritonite. Mais généralement, le CA125, on peut le considérer comme un marqueur de contrôle et de surveillance. D'accord. Donc, vous trouvez une tumeur ovarienne, vous trouvez une CA125 élevée, vous n'allez pas suspecter une péritonite. Donc, chaque cas, c'est un cas, c'est à vous de faire la part des choses. On peut demander la CE, le CA19-9 en cas de suspicion d'une tumeur germinale. On pourra également demander l'alpha-phytoprotéine bêta-HCG, le LDH. Le bilan d'une tumeur ovarienne bénigne repose essentiellement sur un bilan clinique bien fait, une échographie bien faite. Donc, vous gardez ça en tête. Donc, le bilan d'exploration d'une tumeur ovarienne d'allure bénigne, c'est un examen clinique bien mené, notamment un interrogatoire et un examen clinique bien mené, et une échographie bien faite. Maintenant, la prise en charge. Donc, on a diagnostiqué une tumeur bénigne de l'ovaire. Elle dépend avant tout de l'aspect de la tumeur ovarienne, de la symptomatologie. Mais en cas de kyste uniloculaire, lorsqu'on dit uniloculaire, c'est-à-dire une seule paroi, une seule poche, on va dire, qui est inférieure à 10 cm. Une surveillance peut être réalisée en l'absence de symptomatologie. Vous avez une malade qui a consulté et pour un autre problème, et vous allez mettre en évidence ce kyste ovarien d'une manière purement fortuite. Donc, pourquoi vous pouvez la surveiller, donc la rendre contrôlée, donc vous pouvez ne pas l'opérer. Donc, l'intervention, la kystictomie, elle peut discuter chez une patiente symptomatique, une malade qui a des signes de compression, qui a la sensation de pesanteur, elle est gênée, elle n'arrive. Donc, on peut diagnostiquer. En cas de tumeur qui est inférieure à 10 cm, on peut la surveiller. D'accord. En cas de tumeur suspecte maintenant, on doit compléter notre examen par une IRM pelvienne et des marqueurs tumoraux qui vont permettre d'affiner le diagnostic et de guider la prise en charge. Une cilioscopie exploratrice pourra également compléter le bilan. Pourquoi? Parce qu'on a dit un endométrium, c'est un kyste, il est bénin, mais l'opérabilité, on peut ne pas l'opérer parce qu'il est très adhérent. Donc il va dériver de la couche épithéliale. Opérer un endométrium chez une femme en activité génitale, c'est bousiller son pronostic obstétrical. Parce que l'endométrium, il contient un liquide, on va dire engoudrant, on va dire marron chocolat. Ce liquide, il est très adhésiogène. Et généralement, on ne peut pas faire la kystictomie sans rompre le liquide. Parce que c'est un kyste qui n'a pas une paroi propre. Donc, en opérant cette malade ou cette fille-là, on va créer des adhérences. Et par la suite, elle ne pourra pas tomber enceinte parce qu'on a créé des adhérences. Dans ce cas de figure, par exemple, on peut faire une cilioscopie. On va dire une cilioscopie exploratrice, cilioscopie diagnostique. On va juste voir l'aspect de l'ovaire, comment elle est, la tumeur, est-ce qu'il y a une carcinose, est-ce qu'il y a une acide, juste pour avoir une idée. On peut même être amené à faire des biopsies. Bien sûr, on suspecte la malignité. En cas de tumeur non suspecte symptomatique, une kystictomie, voire une annexectomie pourra être réalisée.
ce cilio, selon la séquence, qu'est-ce qu'on va faire? On fait une exploration complète de la cavité abdominopelvienne. D'accord? Les copoles diaphragmatiques, les gouttières pariétoconiques, les mésentères, le pérétoine. On fait une cytologie péritoniale, c'est-à-dire avant de commencer l'intervention, on retire quelques gouttes de liquide péritonéal et on l'adresse à l'étude cytologique, d'accord, à la recherche d'éventuelles cellules malignes. Bien sûr, si on trouve une acide ou bien si on trouve un acide de liquide péritonéal. On fait l'entrokystictomie ou bien annexectomie, on fait l'extraction, donc protégée dans un sac opératoire, on envoie la pièce à la napate et bien sûr, c'est l'examen clinique, l'examen anatomopathologique qui va trancher. En cas de tumeur suspecte, une IRM pelvienne et des marqueurs tumoraux permettront d'affiner le diagnostic et de guider la prise en charge. Une cilioscopie exploratrice pourra également compléter le bilan. Les complications. Quelles sont les complications des tumeurs bénignes? D'accord. La première complication, si vous avez l'habitude de faire les gardes ou bien de faire les consultations au niveau des PU de gynéco-obstétrique, vous allez voir des jeunes filles qui vont consulter pour un tableau douloureux abdominal, on va dire abdominopelvien. C'est des femmes, c'est des jeunes filles qui se tordent en douleur. D'habitude, on va suspecter. C'est une douleur très intense. C'est l'équivalent de torsion de cordon spermatique chez l'homme. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est une douleur vasculaire. Il y a une torsion de pédicule vasculaire de l'ovaire. C'est pour ça que c'est une douleur très intense. C'est des filles, des jeunes filles qui vont consulter au niveau des urgences dans un tableau abdominopelvien très douloureux. C'est une urgence chirurgicale parce que si on va laisser le tableau comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est une torsion vasculaire, donc il y aura une nécrose de l'ovaire. Donc les kystes dermoïdes sont les plus à risque en raison de leur poids, alors que les endométriomes sont rarement à l'origine de cette. Pourquoi? Je vous ai dit que les endométriomes, n'ont pas une paroi propre, d'accord, donc sont adhérents, donc ils ne peuvent pas se tordre. Pour pouvoir se tordre, il faut avoir la mobilité, d'accord. Et les endométriomes généralement ne sont pas mobiles, parce qu'ils sont adhérents. Donc c'est pour ça, très rarement, on retrouve une torsion en cas de kyste endométrial. Donc, les symptômes, une douleur brutale, non soulagée par les antalgiques, avec de possibles nausées, vomissements, avec une défense abdominale. Le traitement est une cellule en urgence pour des torsions ovariennes et kystéctomie avec risque d'annexectomie. Un autre point, si vous allez faire un bon interrogatoire, la malade, elle va vous rapporter la notion de résolution. Elle faisait des tableaux, mais qui sont spontanément résolutifs. C'est le même cas en cas d'occlusion, subocclusion, les tableaux de subocclusion. Donc elle a des douleurs, mais qui vont finir par disparaître. Et là, elle va vous dire aujourd'hui non, ça ne s'arrête pas, ça ne veut pas disparaître. Donc on va suspecter, c'est un élément fort en faveur d'une torsion annexielle. Deuxième complication, c'est l'hémorragie intrachystique. Donc toujours il y a la douleur qui va être brutale. On retrouve une masse latéro-utérine douloureuse, mais non ascensionnée. À l'échographie, le kyste est hétérogène. Pourquoi il est hétérogène? Parce qu'il y a des sédiments, d'accord, il est en train de saigner à l'intérieur, et il y a des sédiments, des fragments, donc on va dire des cailloux sanguins, la coagulation de sang va donner cette image de sédiments à l'intérieur de l'image anicogène. Donc dans ce cas, la prise en charge est symptomatique et basée sur les antalgiques et le repos. Donc on peut lui donner des antalgiques, une poche de glace, un repos, et ça va rentrer dans l'ordre parce que ça va finir par se résorber. La troisième complication, c'est la rupture de kyste. Donc, le tableau typique est une douleur paroxystique et brutale, spontanément résolutive. À l'échographie, il n'existe plus de kyste. Vous avez un dossier médical d'une malade qui a un kyste qui fait des centimètres. Vous allez la recevoir, vous faites, c'est votre malade, et vous faites l'échographie, vous n'allez rien trouver. Par contre, vous allez trouver un petit émanchement de l'eau de glace. Dans ce cas, on va suspecter une rupture de kyste. Des fois, ça peut être une urgence chirurgicale. Pourquoi? Parce que le kyste, en se rompant, il va rompre le pédicule. Et le pédicule, il va continuer à saigner dans la cavité abdominale. Et dans ce cas, on doit intervenir pour arrêter le saignement. Donc la prise en charge est chirurgicale avec une cilioscopie exploratrice, puis opératoire,
pour faire l'hémostase et réaliser une kystéctomie ovarienne. Même les kystes fonctionnels peuvent se rompre. Ils peuvent se rompre. La compression maintenant. Une volumineuse tumeur ovarienne peut entraîner une compression des organes de voisinage. On a parlé de ça. On peut avoir des compressions digestives, constipation, compression vésicale, donc pollakiurie, une compression urétrale, elle peut donner une érythrohydronécrose. La compression vasculaire n'est pas éliminée. Thrombophlébites pelvienne doit être systématiquement recherchée par l'échodoppler en cas de volumineuse masse pelvienne, et on peut suspecter généralement le cancer parce que ça entre dans la thrombophlébite paranéoplasique. Est-ce que c'est bon pour les tumeurs bénignes? Jusque-là. Donc, troisième chapitre, c'est le cancer de l'ovaire. Maintenant, on va parler de cancer. Le bilan clinique, qu'est-ce qu'il va contenir? On a des signes cliniques initiaux qui sont malheureusement frustes, c'est-à-dire qui sont d'apparition tardive. Donc, les signes, si on arrive au stade symptomatique, pratiquement c'est le stade 3 ou 4. Augmentation de volume de l'abdomen, douleur opposante pelvienne, perception d'une masse ou bien d'une acide, constipation, syndrome d'occlusion. Plus rarement, on peut avoir un œdème des membres inférieurs par compression lymphatique. Donc la compression lymphatique, elle peut nous donner des œdèmes au niveau des membres inférieurs, une phlébite, une sciatalgie par compression nerveuse, une dyspnée. Pourquoi la dyspnée? Parce que la tumeur elle est tellement augmentée de volume, donc elle va comprimer le diaphragme. Donc elle va donner une gêne respiratoire, voire même un épanchement pleural. Et enfin, une altération de l'état général, c'est-à-dire amaigrissement, altération de l'état général, donc une dénutrition, donc qui peut faire suspecter fortement un cancer ou bien un processus néoplasique. Il faut rechercher les antécédents personnels et familiaux de cancer gynécologique et mammaire, rechercher une masse pelvienne à l'examen et réaliser un toucher rectal pour rechercher une tumeur rectale associée, une compression envahissement rectal, une carcinose péritoniale. L'examen mammaire est systématique. Vous n'avez pas le droit de ne pas examiner les seins pour une malade chez laquelle vous suspectez un processus néoplasique ovarien. C'est médico-légal parce que ça peut être un siège secondaire d'un cancer de sein. Recherchez les signes de dénutrition et des comorbidités. Le bilan paraclinique, on commence toujours par une échographie abdominopelvienne. Elle représente l'examen de première intention. Les critères échographiques, on a dit végétation endo-exokystique, acide, adénopathie, l'IRM pelvienne en cas de forme localisée, et l'IRM pelvienne et abdominale jusqu'au pédicule rénal, elle permet de mieux caractériser la tumeur. Parce qu'on doit avoir les détails ou bien les caractéristiques de cette tumeur pour avoir une stratégie thérapeutique. Le scanner ou bien le TAP, donc TDM TAP, c'est-à-dire thoraco-abdominopelvien. Donc ça rentre dans le cadre d'un bilan d'extension, donc surtout dans les formes évoluées. Donc parce qu'on doit évaluer l'extension, on doit stadifier, on doit localiser cette tumeur et on doit stadifier. Est-ce qu'elle est localisée au niveau de pelvis ou bien c'est bon, on est déjà au stade métastatique. Et le dosage, bien sûr, de CA125. Les marqueurs, je suis en train de me répéter à chaque fois. Le CA125, on peut l'être et peut-être associé aux autres marqueurs, le CA199 et la CE, en cas de tumeur épithéliale. Et en cas de tumeur germinale, on peut demander le LDH, alpha-phytoprotéine, bêta-HCG. Les principes maintenant de la prise en charge de cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire est l'un des rares cancers dont le diagnostic est habituellement tardif, ou bien n'est pas obtenu en préopératoire. Par exemple, vous avez le cancer de sein, vous faites votre mammographie, vous pouvez finir par l'IRM mammaire et vous avez une stratégie thérapeutique, vous allez avoir un plan d'action, vous êtes sûr qu'est-ce que vous allez trouver, qu'est-ce que vous allez faire. En cas de cancer de l'ovaire, généralement le diagnostic, la stadification se fait en préopératoire. On est en train d'opérer, on ouvre notre malade et on est en train de stadifier. Ah, il y a une carcinose, donc c'est stade 3-4. Ah, donc le foie il est atteint, on touche le foie, il est atteint. Il y a des méta-hépatiques, ah, donc c'est extra-pelvien, donc on est au stade 4. Donc vous voyez, en faisant l'intervention, on va stadifier notre malade en faisant l'intervention. Donc la stadification, elle est pratiquement préopératoire.
Donc la cilioscopie est fondamentale pour établir le diagnostic, complète le bilan d'extension par l'évaluation de la carcinose péritoniale. Et pourquoi la réalisation à des diagnostics pronostiques et de stadification est l'élément clé de bilan initial. Des fois, on ouvre la malade, on fait notre stadification, on fait des bilans, on referme la malade, on adresse notre malade pour faire ses séances de chimiothérapie et ensuite on va programmer une autre intervention, on va dire de réduction, juste de réduction parce que vraiment le diagnostic a été fait tardivement. La classification de la FIGO, donc vous avez 4 stades pratiquement. Donc on a des stade 1, c'est pratiquement une tumeur limitée à l'ovaire. Le stade 1A, vous avez un ovaire qui est atteint avec la capsule. Donc la capsule, elle est toujours intacte. Cytologie péritoniale négative. Je vous ai dit en premier qu'on commence toujours notre intervention par un prélèvement de liquide péritonéal. Donc si on a un seul ovaire atteint, si la capsule est intacte, on parle de cytologie négative de stade 1A. Le stade 1B, on a 2 ovaires atteints avec les capsules intactes, avec toujours une cytologie négative. Le stade 1C, 1 ou 2 ovaires, ou rupture capsulaire, ou cytologie positive. Il suffit d'avoir un seul de ces critères pour classer la malade 1C. Le stade 2, c'est une tumeur limitée au pelvis. D'accord. Le 2A, extension à l'utérus ou trompe, cytologie péritoniale négative. Le 2B, extension aux autres organes de pelvis, cytologie négative. Le 2C, 2A ou bien 2B, mais avec cytologie positive. Avec cytologie positive. Le stade 3, c'est une tumeur limitée à l'abdomen. Donc, extension microscopique, on ne peut même pas la voir à l'œil nu, en opératoire. Donc, généralement, on adresse le produit. Ils ont retrouvé des cellules néoplasiques dans le produit. Extension péritoniale inférieure ou égale à 2 cm. 3C, c'est extension péritoniale supérieure à 2 cm. Et le stade 4, c'est en dehors de la cavité abdominale. C'est-à-dire, on va retrouver des métas au niveau de foie, au niveau de sein, donc c'est extra-pelvien. Donc, d'emblée, on va la stader la malade stade 4. Maintenant, pour la conduite à tenir. Tumeur présumée précoce, c'est-à-dire, par chance, on a fait le diagnostic d'un cancer au premier stade. Le cancer concerne un ou les 2 ovaires et il est nécessaire de réaliser une stadification. Cette stadification pourra être réalisée par cilio ou bien la paro. En fonction des situations, elle va comprendre une exploration abdominopelvienne systématique, une hystérectomie avec annexectomie bilatérale, des curages pelviens et lombo-aortiques et une omnictomie. L'omnictomie, c'est l'ablation bien la résection de l'épiplan. Une appendicectomie. Qui va me dire pourquoi on fait une appendicectomie? Moitié la réponse. Parce que pratiquement l'appendice et l'ovaire ont la, on va dire l'épithélium, on parle de l'épithélium, il y a la mucine, c'est d'origine mucineuse. Pratiquement le cancer colorectal. Pourquoi on a parlé de la tumeur ou bien de Krockenberg? Et à chaque fois, on doit faire une appendicectomie associée parce qu'on a remarqué que l'appendice, elle peut être le siège d'un cancer et que par contiguïté, il peut passer à l'ovaire et vice-versa. Et même l'ovaire, il peut être le siège initial et donner des métas. Non seulement par contiguïté, parce que l'appendice se retrouve à droite et on a l'ovaire droit qui se retrouve de même côté, mais pratiquement ils ont la même origine embryologique, d'accord? Surtout en cas de tumeur mucineuse, une tumeur mucineuse ou bien l'adénocarcinome mucineux. Des biopsies péritoniales multiples et cytologie péritoniale, d'accord? C'est systématique en cas de tumeur ovarienne. Donc une hystérectomie avec annexectomie bilatérale, des curages pelviens, lombo-aortique, omnictomie, appendicectomie et des biopsies péritoniales. Tumeur avancée. Maintenant, la tumeur est vraiment avancée. Le cancer est diagnostiqué à un stade de carcinose. Dans ce cas, toute la stratégie repose sur une cilioscopie permettant de coter la carcinose. Donc, on va faire juste une cilioscopie pour stadifier. Essayer de faire quelques biopsies pour avoir le type histologique de la tumeur.
et c'est bon. Parce qu'on ne pourra pas faire plus. De temps, c'est on est au stade 3 ou 4. Le stade 4, c'est déjà, il y a des méta à l'extérieur de pelvis. C'est juste pour gagner on va dire quelques jours ou bien quelques années afin d'améliorer la qualité de vie de cette femme. Rechercher ces BRCA. BRCA. Le BR, non, on fait une enquête, généralement on fait le diagnostic chez une femme jeune d'un cancer. Et il y a des cas similaires en famille. Dans ce cas, on fait l'enquête génétique. Les mesures associées, bien sûr, consultation oncogénétique chez les patients de moins de 70 ans, prise en charge à 100% et soins de support, prise en charge nutritionnelle et rééducation post-opératoire, prise en charge de la douleur et éventuels soins palliatifs, et prise en charge bien sûr psychologique, surtout si la malade atteinte est jeune. Le pronostic est globalement sombre avec une survie de 45% à 5 ans, tous stades confondus. On a 85 au premier stade, 60% au stade 2, 35 au stade 3 et 20% seulement au stade 4. Donc 20% qui vont survivre à 5 ans. Donc c'est très très élevé comme pronostic sombre. Oui. Le pronostic est directement lié à la résicabilité. À chaque fois que vous avez une tumeur résicable, vous allez améliorer votre chance de guérison. Le facteur pronostic le plus important est le résidu tumoral post-opératoire. Est-ce que vous avez arrivé à tout enlever ou bien vous êtes obligé de laisser quelques résidus? Des fois, c'est tellement adhérent, les conditions opératoires ne permettent pas d'enlever toute la tumeur. Et donc, on sera obligé à laisser un résidu tumoral. Ce résidu tumoral, donc, il va être un facteur pronostic très important pour l'avenir de cette malade. Donc, les autres facteurs pronostiques, c'est le type histologique, le grade, la réponse à la chimiothérapie et l'âge et l'état général de la patiente. Si vous avez une malade multiparète, donc le pronostic va être altéré. La surveillance maintenant, le suivi des patientes traitées repose sur l'examen clinique, le dosage des marqueurs, surtout le CA125, tous les 4 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois pendant 3 ans, puis annuel. Devant un diagnostic de cancer de l'ovaire avant 70 ans, on fait une enquête oncogénétique, donc surtout de cancer de sein de l'ovaire à la recherche de mutation. Et en cas de mutation de BRCA1 ou 2, un suivi est mis en place à partir de 30 ans. C'est-à-dire, vous avez une malade qui a l'âge de 60 ans, elle va développer un cancer de sein. En faisant notre enquête oncogénétique, elle a des filles, elle a on va dire des sœurs. Donc, chez les membres de sa famille, on va commencer notre surveillance très tôt. À partir de 30 ans, on commence à lui faire des échographies, à doser le CA125 pour faire le diagnostic précoce d'un éventuel cancer de l'ovaire. Maintenant, les tumeurs, un dernier mot sur les tumeurs ovariennes borderline aux frontières. À côté des tumeurs bénignes et tumeurs malignes, on a parlé de cette entité. C'est quoi? C'est des tumeurs frontières, c'est-à-dire qui n'ont pas tous les critères de la bénignité et qui n'ont pas tous les critères de la malignité. Donc, sont borderline, ou bien entre les deux. Donc, elles doivent être individualisées en raison de leur fréquence, leur âge de survenue et surtout de leur excellent pronostic par rapport à celui des tumeurs malignes. C'est donc l'analyse histologique. Vous allez opérer votre malade pour n'importe quel type de tumeur et l'anatomopathologiste, il va vous répondre tumeur borderline. Donc, pratiquement, on va compléter la surveillance, on va rapprocher la surveillance, on va les surveiller parce que c'est des malades qui ne sont pas à l'abri de développer ultérieurement un cancer de sein. D'accord? C'est des malades qui ont plus de malchance d'avoir après un cancer de sein. C'est pour ça qu'on doit les surveiller, on doit rapprocher notre surveillance. D'accord? Donc, pour conclure, la découverte d'une tumeur ovarienne peut correspondre à plusieurs situations complètement différentes sur le plan de prise en charge, de pronostic. L'échographie et l'examen de première ligne. Une IRM pourra alors compléter le bilan et préciser les caractéristiques morphologiques. La cystoscopie exploratrice permet d'obtenir un diagnostic histologique. Et à l'issue de ce diagnostic histologique, on pourra distinguer 3 situations, soit tumeur bénigne, tumeur maligne ou bien tumeur frontière. Est-ce que vous avez compris? Oui. On a le sein, les poumons, l'os. Surtout quand vous gardez le mot sport. Sein, S pour sport, S pour sein,
P pour poumon, O c'est l'os, R c'est les reins et T c'est la thyroïde. D'accord. Généralement, c'est les tumeurs de prédilection pour avoir des métastases au niveau de l'ovaire. Je vous mets quelques notes comme ça, T comme ça. Donc la découverte des tumeurs de l'ovaire et le plus souvent fortuite. Vous gardez ça en tête. Le pronostic de cancer de l'ovaire dépend de stade et moment de diagnostic. D'accord. Actuellement, plus des 2/3 des cancers sont diagnostiqués stade 3 et 4. Le stade est évalué chirurgicalement. Vous ne pouvez pas stadifier votre tumeur comme ça, par les examens complémentaires, par l'IR ou bien l'échographie. Le traitement repose le plus souvent sur une association chirurgie-chimiothérapie. L'enquête oncogénétique doit être proposée à toute femme ayant un cancer de l'ovaire avant 70 ans. Avec plusieurs cas. On fait une enquête encore pour identifier les deux gènes. D'accord. L'intérêt des centres experts pour la prise en charge des cancers de l'ovaire. Les tumeurs épithéliales, surtout les cystadénocarcinomes, dans 90%, il est retrouvé. 75% de diagnostic à un stade au cours, donc c'est un pronostic sombre. L'extension se fait par voie péritoniale et lymphatique. D'accord. La cystoscopie permet le diagnostic. À ce point, vous êtes fatigué. La cystoscopie permet le diagnostic et l'extension péritoniale. Le facteur pronostic principal est le résidu tumoral post-opératoire. Une enquête oncogénétique doit être, je suis en train de répéter, en cas de diagnostic de cancer de l'ovaire avant 70 ans.